ma préoccupation est relative notamment à la nomination du collège des ministres conseillers. Le décret a été pris depuis janvier 2024. L'attente aura été sans doute longue. La course à la nomination de ces ministres conseillers a été sans doute rude dans les formations politiques soutenant les actions du chef de l'État. Mais à l'arrivée, on a eu comme l'impression que le chef de l'État est allé chercher d'anciens députés, d'anciens ministres, pour faire ce qu'on peut appeler tout simplement une sorte de relogement, de reclassement. Et depuis la publication de cette liste-là, on a lu, notamment sur les réseaux sociaux, une série de plaintes venant des jeunes qui soutiennent les actions du chef de l'État Patrice Talon. Les jeunes ont l'impression aujourd'hui d'être mis à l'écart. Et moi, je voudrais vous demander, avec le panorama de la liste, quelle est la place que le chef de l'État laisse à la jeunesse militante au sein des formations politiques sur ces actions? Vous n'avez pas donc noté un savant dosage entre jeunesse et expérience au sein de ce collège de ministres conseillers? Moi, j'ai vu des gens, vous dites, oui, qui ont été députés, ministres par le passé. J'ai vu des gens qui n'ont eu aucune de ces fonctions. J'ai vu des gens de la jeune génération et j'ai vu des gens un peu plus âgés et qui ont de l'expérience. Donc, le chef de l'État, à l'arrivée, il a fait en sorte de satisfaire un peu tout le monde. Les femmes, les hommes, les jeunes, les plus expérimentés. Je peux comprendre les jeunes qui auraient aimé avoir plus de place encore au sein de ce collège. Mais comme eux, les anciens aussi, les aînés, ils militent. Et en la matière, tous ceux qui militent aspirent généralement à avoir une position. S'il y a possibilité pour un président de la République, un ministre, un DG ou un conseiller, un responsable politique quelconque, de pouvoir à des postes autour de lui, tous ceux qui militent sont légitimes pour aspirer à, tant qu'ils en ont le profil. Donc, dans ce collège-là, on note un bon mix, jeunes et moins jeunes, et puis je suis convaincu que les jeunes ne diraient pas, parce qu'ils sont honnêtes, ils ne diraient pas que le président Talon, c'est quelqu'un qui ne fait pas de prime à la jeunesse. Vous pouvez regarder ces différentes équipes gouvernementales depuis qu'il est là. Regardez à la tête de toutes les sociétés, de toutes les agences qui sont créées, voyez, et on peut faire le point. Prenez toutes les agences qu'on a créées et dites-moi combien de personnes de troisième âge vous avez à la tête. Vous en trouverez de très rares si vous en trouvez. Donc les jeunes sont au cœur de l'action politique dans la République. Et ça n'est pas parce que sur 12, on n'a pas 6 ou 8 personnes de moins de 40-50 ans qu'on va penser que les jeunes ont été sacrifiés. Non. Il y a ce mix et je pense que s'il y a demain encore des actions à poser, ils auront toujours leur part, mais ils admettront que le chef de l'État puisse également se souvenir de ceux qui sont plus expérimentés et qui restent des militants et des soutiens politiques ayant les mêmes droits que les jeunes. Sur la même question, on peut comprendre donc que c'est à base de l'expérience que le chef de l'État a choisi ces personnes? Ça compte. Ça compte pour une certaine part. Compétence, expérience, engagement politique. Voilà les critères. D'accord. Parmi ceux qui sont nommés, on a constaté qu'il y a certaines personnes qui occupent déjà des postes. Est-ce qu'ils vont cumuler les deux postes ou... Vous pensez à qui et qui? Bon, il y a Haïti par exemple. Monsieur Haïti, oui. Il est nommé à la présidence de la République. En tant que ministre conseiller, il est désormais un cadre à la présidence de la République. Et il va sans dire que la fonction qu'il occupe au ministère, jusqu'à sa nomination, quelqu'un d'autre puisse l'occuper. Il y a des cadres compétents au sein de ce ministère. Et donc le ministre Donato ne manquera pas de propositions ou de candidats pour occuper les fonctions que M. Yadi occupait au sein de ce ministère. Quel sera réellement le rôle de ces conseillers ministres? C'est ce qui est dans le décret et c'est ce que je viens de dire. Vous avez lu le décret qui organise la fonction des ministres conseillers, non? Oui, vous l'avez lu, non? Donc c'est dedans. Est-ce que c'est
personnalités-là auront un cabinet comme... Non, c'est un pôle. C'est un pôle. Ils ne sont pas ministres. Ils ne sont pas ministres. C'est des ministres conseillers. Et peut-être qu'on aurait pu donner un autre nom, mais le chef de l'État, ce n'est pas la première fois qu'il nomme ministre conseiller. Vous le savez bien. Ils sont un collège. Et l'un d'entre eux va coordonner l'équipe. Donc, ils ont une petite administration commune, un secrétariat qui va servir pour tout le monde. Chacun ne vient pas avec son secrétaire particulier, sa secrétaire particulière, un directeur de cabinet, non. L'ensemble, c'est une équipe coordonnée par un. Le coordonnateur de ce collège-là, il vient en conseil des ministres. Mais tous les membres du collège, ils sont en comité interministériel. Le comité interministériel, c'est le lieu où se débattent, se discutent les dossiers qui sont soumis au conseil des ministres. Les dossiers, quand ils partent des ministères, ils arrivent, tout le gouvernement se réunit autour en comité interministériel pour apprécier, discuter, critiquer, améliorer. Les ministres conseillers, en tant que soutien et accompagnateur de l'action qui se mène là, vont apporter leur expérience, leur lecture au cours des débats en comité interministériel. Ils peuvent être consultés en amont par les ministres titulaires des portefeuilles sur tel ou tel sujet avant son introduction en comité interministériel. Ou alors en comité, ils viennent participer à la réflexion, ils font leurs propositions et puis ils se retrouvent après au sein de leur collège. Et celui qui coordonne, lui, le mercredi, il est en conseil des ministres. Bon. Toujours sur le même sujet, après la sortie de cette note-là sur les réseaux sociaux notamment, plusieurs personnes écrivent, c'est ce que vous en avez vu sûrement, que ce sont des gens qui ont été recrutés pour faire la propagande du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Attendons de voir. Si vous êtes un gouvernement et que vous n'avez pas de gens qui font le relais de ce que vous faites sur le terrain, ça va être malheureux pour vous. Ça va être malheureux. Moi, j'ai fait modestement et puis on trouve qu'on communique trop. Hier, c'était qu'on ne communique pas du tout. Maintenant, qu'on vous apporte des réponses à votre demande ou non, on trouve qu'on communique trop. On a laissé le terrain politique, vous le savez bien, le chef de l'État a dit, on est un pays où tout pratiquement est encore à construire. Et on le voit bien, c'est pour ça que depuis 2016, ça semblait si difficile. Les efforts qu'on est obligé de faire en faisant en sorte de nous départir des considérations purement politiciennes pour mettre au cœur de l'action le côté technique, la recherche de résultats, ce n'est pas du goût de tout le monde. Mais cette action-là, elle est aussi et d'abord politique. Et c'est normal que les soutiens politiques qui sont disponibles soient identifiés pour accompagner. C'est ce qu'ils vont faire, ces personnes. Ceux qui peuvent apporter au plan technique et politique le feront. Ceux qui peuvent apporter au plan technique seulement le feront. Ceux qui peuvent apporter au plan politique le feront. Depuis 8 ans, vous n'avez vu, par exemple, aucun ministre, aucun soutien, aucun conseiller du chef de l'État aller faire messe de remerciement dans son village, marche de soutien. Vous n'avez pas vu ça, n'est-ce pas? Les ministres conseillers ne sont pas préposés à cela non plus. Mais ils vont faire de l'accompagnement politique autour des décisions, des actions que nous menons, écouter les populations, être au contact et être comme des interfaces aussi entre le chef de l'État et ces populations, sachant que les ministres qui sont en place depuis 2016 ou ceux venus après, pour la grande majorité, ce sont des techniciens. Et comme dit le chef de l'État, ils ont la tête dans le guidon, de sorte que les considérations politiques n'affleurent pas toujours dans leur action. Ceux qui ont le profil, l'expérience, le talent politique vont les accompagner en appelant leur attention parfois sur certains aspects qui leur auraient échappé et leur accompagnement nécessaire pour que les populations ressentent bien également les vertus des actions, des décisions qui sont prises. Oui, on a remarqué également qu'au niveau de la décision du Conseil des ministres, parlons de communication, au point 2, il y a eu la contractualisation avec divers prestataires dans le cadre de la conception, construction et équipement d'une unité de médecine nucléaire au niveau du CHIC. Pourquoi aujourd'hui l'importance de ça, médecine nucléaire, puisqu'on se demande quelle est l'idée, je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu plus.
Cela était déjà prévu dans le dossier de base. Quand on a voulu faire le chip, on avait indiqué qu'il y aurait une unité de médecine nucléaire. La médecine nucléaire, c'est pour le traitement de certaines pathologies en particulier qui nécessitent le recours à des équipements à caractère nucléaire. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a indiqué le soutien de l'AIEA, notamment pour le cyclotron. Donc cette unité n'est pas dans tout ce qui a été déjà fait et livré actuellement. Et là, ça va être réalisé pour que la panoplie de soins possibles que nous pouvons avoir dans un hôpital moderne, au chic, cela soit également le cas. Et ça vient donc compléter et finir le projet. Et c'est parce que aussi c'est un aspect spécifique. Il faut que sa construction obéisse à des règles. La construction du bâtiment, la mise en place des équipements obéissent à certaines règles spécifiques. C'est pour ça que ça n'est pas allé de pair avec le gros bâtiment, tout ce qui a été fait jusque-là. Oui. Concernant la question des ministres conseillers, est-ce que être un soutien politique du chef de l'État était la condition sine qua non pour être bon, si le chef de l'État allait prendre des militants de l'opposition, vous allez dire qu'il est en train de décapiter l'opposition. Oui ou non? Oui ou non? Politiquement, ça poserait problème, non? S'il allait prendre le soutien de l'opposition, on va prendre un militant attitré, FCBE, MPL, démocrate, vous allez dire, ah, le président Patrice Talon est en train de vouloir déstructurer l'opposition. Qu'il prenne parmi ses soutiens, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Surtout, vous ne mettez pas en doute la compétence et l'engagement politique de ces personnes. Donc, il n'y a pas de débat. Cela aurait peut-être pu faire, montrer sa bonne foi envers l'opposition. Un citoyen. En sollicitant des gens de l'opposition. Oui, en attendant que peut-être ceux-là disent demain, le tel parti, aujourd'hui dans l'opposition, nous, on est tellement satisfait de M. Talon que désormais on est de sa mouvance. En ce moment, ça se comprendrait. Mais en l'état, aller solliciter des membres reconnus comme tels des partis d'opposition s'apparenterait à une volonté de vouloir liquider cette opposition. Ce sera peut-être une interprétation des personnes qui ne comprennent pas sa démarche, mais en interne, ça pourrait être peut-être bien, parce qu'il est allé chercher des compétences du côté de l'opposition. Et donc les interprétations n'engageraient que ceux qui... Vous êtes journaliste, non? Journaliste politique, non? Oui, non? Bon, aujourd'hui, à 18 mois de la fin du mandat, que le chef d'État prend des gens de l'opposition, quel est le débat que vous allez instaurer autour? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes sûr que vous allez seulement dire non, c'est une compétence qu'il n'a pas trouvée au sein de sa mouvance et il est allé chercher là-bas. Vous êtes sûr que vous allez vous contenter de dire ça? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr que vous feriez ainsi. Moi, peut-être pas, mais d'autres journalistes. Ah, déjà, vous n'allez pas faire ça. Oui, à plus forte raison les autres. Vous allez nous enliser dans un débat qui n'est pas le nôtre. À un moment où nous, on a à cœur, sur les 18 mois qui restent, de performer davantage, de challenger ce que nous faisons pour qu'à l'arrivée, le résultat soit encore plus massif afin que les satisfactions s'amplifient et que nous puissions sortir porter un triomphe, comme il a dit le candidat Talon. C'est ça l'objectif. Donc, en attendant que ces partis, formellement, vous disent, bon, on n'est plus de l'opposition parce qu'on est satisfait. Même si tout n'est pas bien fait, on sait qu'à plus de 80%, ils sont bons. Bon, on va les soutenir pour le reste du temps. En ce moment, peut-être que ça changerait la donne. Oui. Monsieur le porte-parole, moi, je veux poser ma question par rapport à celle-ci. On a compris qu'en Conseil des ministres, on a décidé de restructurer et on veut couper Sergi Dubert, on veut doter Sergi d'un nouveau cadre organisationnel. Et ça dit que tel que le projet est déployé, ça a été contre-productif. Mais non, il n'y a pas de compte rendu. C'est pour aller encore plus loin dans les performances. Cette restructuration structurelle et organisationnelle, c'est forcément parce qu'on veut le plus. Vous devez au moins nous faire justice de ce que
On n'est pas des gens qui dorment sur nos lauriers. C'est pas parce que ça a marché d'une certaine façon jusque-là qu'on ne peut pas s'autoriser à rechercher plus d'impact. Et l'objectif là, effectivement, c'est d'aller plus loin. Regardez, on a bien fait la nomenclature, c'est 4 sections, et on a dit exactement à quoi chacune va servir. Que ce soit la fondation, que ce soit l'académie, que ce soit l'agence de développement, que ce soit les entités universitaires, on a dit le rôle de chacune. Mais ça obéit aujourd'hui à une logique pour nous d'amplifier les résultats que nous avons autour de cette cité qui est devenu quelque chose qui dépasse le Bénin. En termes d'envergure, ça prend une vocation sous-régionale, africaine et sans doute mondiale pour ce que nous rêvons avec son nouveau campus qui va être fait à Gapé dans Ouida. Ça va devenir quelque chose de vraiment massif. Et pour ça, il faut aussi que l'administration, la gestion obéissent à des règles que nous mettons en place afin que l'efficacité soit au rendez-vous. Donc, plus que ce qui est fait déjà aujourd'hui. Et ça fait un moment que les équipes travaillent à rechercher la bonne articulation pour que le résultat recherché soit effectivement au rendez-vous, comme je disais. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour. Alors, il y a quelques jours, l'Église catholique a annoncé la tenue d'un colloque à l'occasion de la 35e anniversaire, du 35e anniversaire de la conférence des forces civiles de la nation et la célébration d'une journée, de la première édition d'une journée de relèvement national. De relèvement? Oui. Relèvement? Oui. Ah oui? D'accord. Une journée de relèvement dédiée aux cadres et personnalités politiques. Et maintenant, Le relèvement veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? de ces hommes et femmes qui sont tombés autrefois au front, qui ont mis leur intelligence au profit du gouvernement. Oui, je n'ai pas compris, ils veulent les relever comment? Leur rendre hommage. C'est ce que nous faisons. On a fait le monument aux dévoués. Vous n'avez pas vu l'obélisque qui est là, au jardin de Mathieu? C'est pour rendre hommage aux dévoués d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, toutes ces personnalités dont vous parlez, on les a relevées comme ça, en faisant dos à ce que le colon nous a laissé, autour duquel on s'est toujours manifesté en honorant la mémoire de nos bourreaux plutôt que de nos héros. Et ça, ce gouvernement a posé un acte hautement révolutionnaire. Et c'est au profit de toutes ces personnes, sauf si je n'ai pas compris l'objectif. Bon. L'Église, Oui. maintenant l'Église entend célébrer la première édition de cette journée. Oui, mais ce que je veux comprendre, la journée de relèvement national, c'est quoi le relèvement? C'est ce que nous faisons depuis 2016. Relever le Bénin, le réhabiliter, le faire grand et lui rendre les honneurs. C'est ce que nous faisons. Si l'Église veut y contribuer, chiche. Et je crois qu'elle a toujours contribué à ça d'ailleurs, depuis toujours. Donc aujourd'hui, qu'elle veuille le faire davantage et peut-être avec plus d'envergure, c'est tant mieux. On est preneur de tout ce qui contribue à rehausser notre pays, à relever ses citoyens. Donc le gouvernement peut s'associer à cette logique. C'est ce que nous faisons déjà. Tous ceux qui s'associent à nous pour le faire, ils sont bienvenus. Mais vous ne voyez pas que nous relevons modestement avec nos forces, nos intelligences, nos moyens. Vous ne voyez pas que nous relevons le pays quand même? Ou bien? Madame, vous n'avez pas encore vu. Ben voilà, donc tous ceux qui veulent s'associer à ça, comme il disait tout à l'heure, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les confessions religieuses, la société civile, toutes ces personnes sont bienvenues. Ça va profiter à tout le monde. Même aux retraités des églises, même à ceux qui ne sont pas de telle ou telle église, ça va leur profiter. Allez-y. On en parle trop, mais ça a encore étudié quelques jours. La question du code électoral, abordée par trois centrales syndicales. Trois centrales syndicales. La CNT, la CSTV, la STV. Qui ont dit? Ils ont formulé une demande de relecture consensuelle.
On en parle beaucoup. Aujourd'hui, je vous repose encore la question, est-ce que, vu que les voix se lèvent partout, est-ce que cela pourrait amener le gouvernement à penser à ça? Ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois. Bon, je veux dire la majorité présidentielle. Ils n'ont qu'à aller à l'Assemblée les voir. Les députés, c'est eux qui votent les lois. Donc, tous ceux qui ont des plaidoyers à faire, qu'ils aillent voir la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Elle va leur répondre. Puisque dans l'autre, ils ont spécialement, je ne veux pas déterminer, mais adressé cette note-là au président de la République. D'accord. Le président de la République recevra certainement le courrier et il avisera. Allez-y. Oui, il y a cette accalmie qu'on a posée entre le Bénin et le Niger, où en sommes aujourd'hui. Et vous voulez qu'il y ait bagarre? Non, il y a accalmie, et ça vous préoccupe. S'il y a bagarre, ça vous préoccupe. Non, pas que ça nous préoccupe, mais on veut savoir parce que. Vous voulez savoir pourquoi il y a accalmie? Non, pas qu'il y a accalmie. Est-ce que les situations se sont normalisées complètement? C'est vous qui dites que quand le train est à l'heure, il n'y a pas d'événement. C'est quand le train est en retard que vous aimez. Non. Maintenant, le train semble à l'heure et ça vous préoccupe. On voit que il y a le BRICS nigérien qui est chargé. Normalement, selon ce que l'accord a prévu. Oui, justement. Et nous avons joué notre partition pour qu'il en soit ainsi. Chose à laquelle on s'est engagé dès le départ. Donc il y a rien d'extraordinaire. Oui, si on a constaté en tout temps, pas que le point coupé, mais qu'il y a une certaine. Les relations ont tout petit peu connu une certaine mollesse. Est-ce qu'aujourd'hui, tout a repris normalement entre le Bénin et le Niger? On a toujours dit que nos États sont condamnés à vivre ensemble. L'histoire, la nature nous condamne à être des voisins, des frères. Donc, coexistence pacifique pour le bien de tout le monde. Et on fait ce qu'il faut pour que ça se passe ainsi, avec nos voisins, mais avec tous nos partenaires aussi. D'accord. Ce qui m'amène à poser cette question parce qu'on parle de 2026 et bientôt les pays de l'AES qui ont déposé leur demande de retrait de la CEDEAO, après que ce retrait va être acté, est-ce que les Nigériens auront besoin d'avoir une carte de séjour avant de venir au Bénin? C'est vers cette étude. Non, vous voulez dire visa. Vous voulez dire est-ce qu'ils auront un visa? La carte de séjour, c'est autre chose. Un visa. Oui. Les Nigériens, ce sont des Africains. Le Bénin a décidé, sous la houlette du président Talon, d'exonérer tous les citoyens africains voulant venir séjourner au Bénin. Et c'est des séjours de 1 à 90 jours. Séjour touristique. Tous les Africains qui viennent ainsi au Bénin sont exemptés de visa. Ce n'est pas parce que les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés vont sortir, s'ils vont jusqu'au bout de leur logique, vont sortir de la CEDEAO, qu'ils cesseraient d'être africains. Ils restent nos frères africains. Et s'ils doivent venir au Bénin pour ce type de séjour, ils auront les mêmes facilités que celles qu'on fait à tous les Africains déjà aujourd'hui. Séjourner au Bénin, c'est autre chose. Au-delà des 3 mois, c'est autre chose. Il y a d'autres formalités. Vous avez parlé de cas de séjour. Ça, c'est pour ceux qui entendent rester longtemps ici. Mais venir au Bénin comme Africain pour un délai maximum de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa. Et les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, même si demain ils ne sont plus de la CEDEAO, ils restent des Africains, ils bénéficieront des mêmes facilités. Oui, monsieur. La même question. À ce jour, la frontière entre le Bénin et le Niger reste hélas, du côté de hélas. Niger et bien sûr. Est-ce que ça voudra dire que jusque-là, le gouvernement béninois n'est pas arrivé à dissiper le doute du gouvernement nigérien sur la question de supposée base militaire française au Bénin? Une question de politique domestique nigérienne, moi je ne vais pas en parler parce que s'il y a quelque chose à faire, on a fait. On a fait tout ce qu'on a fait. On les a invités même à venir voir. Donc, le reste, je considère que ça obéit à un agenda de politique domestique. Et que quand ils seront prêts, ils iront dans le même sens que nous. Je voudrais savoir si les chantiers
Oui. Les chantiers ouverts à Ouida pour accueillir l'événement. Est-ce que ces chantiers seront achevés avant le jour J? Si c'est des chantiers en cours ou ouverts pour Vodou Days, ce sera prêt avant le 9 janvier 2025. Il y a des chantiers dans Ouida qui ne concernent pas Vodou Days. Ces chantiers se poursuivent normalement. Mais tout ce qui est prévu pour Vodou Days, ce sera prêt. Et vous aurez une très belle fête. Je vous suggère d'y faire un tour. Un ancien syndicaliste, excusez-moi, Loël Chadari, très critique par le passé sur certains aspects de la gouvernance du président Patrice Talon, a rejoint le parti de la mouvance présidentielle après la fin de son mandat à la tête de la COCIBN. Quelle lecture en fait de votre gouvernement? C'est un citoyen, comme vous et moi, qui a la liberté d'association et qui est libre d'aller vers le parti de son choix, le parti qui lui convient. Et qu'il ait choisi un parti de la mouvance, c'est tant mieux. Cela veut dire que dans ses fonctions de syndicaliste, il a joué le rôle qui est le sien, en critiquant, comme vous dites, certaines actions du gouvernement. Il reste donc que c'est quelqu'un d'honnête qui considère qu'il a eu à critiquer, oui, mais que globalement, ça va dans le bon sens. Si c'était pire, si c'était mauvais, et je suis sûr qu'il n'irait pas dans un parti qui soutient le président Talon. Donc il doit avoir fait le point et considérer que oui, les choses critiquables ne l'emportent pas sur les choses défendables et que le bilan, il est largement positif. C'est comme ça que je le prends et je crois que c'est plutôt de bon augure pour nous. Ce qui n'a pas été débauché par le gouvernement. Pendant qu'il était à la tête de son syndicat, il n'a pas débauché, on a attendu qu'il soit parti pour le débaucher. Et si le gouvernement le débauche, le gouvernement l'envoie vers tel parti plutôt que tel. Il y a 4 partis qui soutiennent le gouvernement. Pourquoi on ne l'a pas envoyé dans les 4 à la fois ou pas dans un autre et que c'est celui-là? Tel que vous avez de fois. Ah bon. Et il n'est pas nommé ministre conseiller. Et il n'est pas encore nommé ministre conseiller. Quelle est son morale? Est-ce que face à tout ça, est-ce qu'il est zen? Il a une seule préoccupation. Faire en sorte que au 3e dimanche du mois de mai 2026, quand il a passé la main à son successeur, que vous puissiez dire, Monsieur Talon, on ne s'est pas toujours compris, on ne vous a pas toujours compris, mais franchement, pour faire dans l'honnêteté intellectuelle, on est obligé de dire à Bordjale, à Tinkon, à Blo de Sim, à Zoroto, et tout le monde le voit. C'est tout. Ça, c'est son mind, ça. Et il a le moral pour ça. Ça, je peux vous dire, il a le moral pour ça, à 1000%. Et c'est pour ça que les 18 mois qui restent ne seront pas de tout repos. Et pour lui, et pour les membres du gouvernement, et pour les collaborateurs du niveau, parce qu'il veut que ce qui est déjà fait, on préserve que ça rentre dans les acquis, et que ce qui est en cours, et qui peut être achevé, bien achevé, le soit. Donc, ça va être le moment de travailler encore, comme si on n'avait pas encore fait grand-chose jusque-là. Et pourtant, fort heureusement, les Béninoises et les Béninois commencent à apprécier et à relever ce qui est si bien fait. Est-ce que le gouvernement nous a donné l'autorisation formelle d'utiliser les photos? Vous leur dites que c'est pour ça que c'est là, le compte est ouvert. Il n'y a aucune restriction d'accès au compte Flickr. C'est pour servir la presse et l'opinion. Donc, sur ça, moi-même, vous m'appelez comme témoin, je serai venu vous défendre. Donc, soyez rassurés. Nous, nos photos, tant que c'est sur le Flickr, utilisez. Libre de droit et en haute définition. C'est vrai, non? Bien sûr, ils sont des images de qualité. Merci. On met la barre assez haut pour que quand vous serez là dans 18-19 mois, que vous puissiez prolonger ces belles pratiques. Le président Patrice Talon l'a formellement dit lors de sa rencontre avec l'ex-président de la République, avec le monde de l'opposition, qui n'a pas l'intention de passer une étape. Sa position reste inchangée à ce jour. Tous ceux qui sont en prison, pour une raison ou une autre, ont vocation à en sortir un jour. C'est le cas pour
tous nos compatriotes qui sont en télé. Vous avez répondu? Non. Vous n'avez pas répondu? Non. Vous n'avez pas de l'espoir là maintenant? On sait qu'ils vont sortir. Ils vont sortir, non? Voilà, ça c'est sûr. Je vous le confirme. Je parle de l'intention du chef de l'État. Mais je vous confirme qu'ils vont sortir un jour. À tous les coups. La question, c'est plutôt la manière, les circonstances dans lesquelles ces personnes vont sortir. C'est pas tant la manière ou le moment. C'est la certitude de savoir qu'on va sortir un jour. C'est évident. Je vous fais une anecdote. Hors caméra. Hors caméra, vous coupez tout. Et je vous fais une anecdote. Bon, je vous fais ça dehors quand on sera sorti. Non, coupez tout. Puisque la séance est finie. La séance est finie. Coupez tout.